Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue sur Radio Franche. Hildegarde, bonjour. Bonjour. En ce jeudi 8 octobre 2020, le délai d'avortement a été reporté à 14 semaines de grossesse. Et nous allons essayer de comprendre aujourd'hui, ensemble, pourquoi et comment le camp de la vie, le camp de la France, le camp national perd depuis 200 ans. Hildegarde, comment en est-on arrivé là ? Alors, à mon sens, il y a 3 facteurs qui expliquent ces pertes et ces revers depuis 200 ans. La première, alors là, ça va concerner plus les catholiques de manière générale, c'est la confusion entre politique et évangélisation. Donc ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur que j'analyse, moi, c'est la perception de la royauté comme fin et non comme moyen au service de la France, qui peut être une tendance avérée chez certains royalistes, même s'ils ne se l'avouent pas eux-mêmes. Et le troisième facteur, c'est le manque de pragmatisme, de réalisme d'une partie de cette droite royaliste, catholique, nationaliste, et les contradictions qui vont avec. Tu t'adresses en priorité dans cette émission au public catholique. Oui, tout à fait, au public catholique et en particulier royaliste, qui partage effectivement beaucoup de points communs. Qui partagent effectivement la plupart du temps des convictions nationalistes assez fortes. Donc tu voudrais nous parler de confusion entre politique et évangélisation. À quel moment tu vois de la confusion ? Alors il y a une confusion en fait quand on commence à envisager la politique comme un moyen de convertir par exemple les personnes, un moyen de convertir les Français. Donc, ça fonctionne pourtant, parfois. Par exemple, aujourd'hui on a une jeunesse qui est dépossédée. Ces jeunes qui sont dans un processus de réenracinement, eh bien, par ce biais, ils peuvent venir à l'église et par la suite venir à Dieu. C'est un très bon point que tu soulèves là, puisque c'est souvent quelque chose qu'on oppose. Or, le fait est qu'il ne faut pas confondre justement le fait de redécouvrir ses racines, de redécouvrir son histoire, pour ensuite se rendre compte que la France est liée à Dieu d'une manière évidente, et dire que la politique, par la politique, c'est-à-dire que par des actes politiques, on va pouvoir convertir les personnes. Ce sont 2 choses différentes. C'est-à-dire que effectivement, on peut Dieu peut se servir effectivement de l'histoire de France, de la grandeur de l'histoire de France, de ce qui a fait la France, de la politique qui a fait la France, qui n'est pas en tant que tel politique. Enfin, je veux dire, le fait de redécouvrir l'histoire de France, ce n'est pas un acte politique en tant que tel. Et se dire que demain, si on revient au pouvoir, on va convertir les gens à coups de loi et d'arrêtés. Je trouve ça complètement stupide, et c'est même contre-catholique, c'est contre la doctrine de l'Église catholique. Saint Thomas d'Aquin distingue bien la fin de la politique et la fin de l'évangélisation. La fin de la politique, c'est le bien commun. Ce n'est pas que tout le monde soit converti, se convertisse. Alors après, effectivement, quand on est dans un pays qui est homogène d'un point de vue religieux, c'est toujours mieux. Mais en soi, ce n'est pas la fin de la politique. La fin de la politique, ce n'est pas la conversion des personnes. Ça, c'est le boulot des prêtres et des consacrés. C'est 2 choses différentes. Et Jésus le dit bien aussi dans son évangile, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et le laïcisme, justement, c'est un dévoiement, c'est les fameuses idées chrétiennes devenues folles de Chesterton. Ça, c'est un dévoiement de cette position très équilibrée que tient l'Église et qui est la seule institution religieuse à la tenir. Contrairement au paganisme ou à l'islam, où là, on mélange effectivement politique et religion. Et il ne faut donc pas confondre la politique avec la religion et l'évangélisation, où là, le but, c'est le salut. Voilà. La foi, on peut dire que la foi est un acte surnaturel, alors que la politique est un acte naturel. Tout à fait, tout à fait. Alors effectivement, ensuite, ce qui ne veut pas dire non plus que les 2 sont en rétention. Ça, c'est le piège justement du laïcisme, c'est le piège inverse qui est la séparation. C'est ça, qui est la séparation entre politique et religion. Ce que l'Église prône, ce n'est ni la confusion ni la séparation, mais la distinction. Saint Louis, il est saint, c'est un homme chrétien, c'est un homme qui prie, c'est un parfait époux, c'est un croisé, mais c'est aussi un bon roi. Et quand il est roi, il reste chrétien aussi. Mais il fait attention, il distingue bien ce qui relève du politique et ce qui relève du religieux. Il y a la grâce et la nature. Les 2 ne se mélangent pas, mais la grâce surélève la nature.
Voilà, donc il y a cette interpénétration, il y a cette distinction, mais qui n'empêche pas cette interpénétration entre les deux niveaux de réalisation humaine que sont la politique et la religion. Mais ce sont deux choses différentes, et je pense que, sincèrement, que le fait de mélanger politique et religion nous freine, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de nos concitoyens français ne sont pas catholiques, et quand on affiche, par exemple, comme Civitas, par exemple, le fait de faire de la France de nouveau une cité catholique, je pense que ça nous perd, ça nous décrédibilise, puisque les Français ne veulent pas, pour eux, les Français ne veulent pas retourner dans un État où le roi sera catholique, etc. Donc ça nous freine en ce moment, dans ce sens-là. Ça nous freine et ça nous décrédibilise à ces yeux-là de mélanger évangélisation et politique. Et encore une fois, je le répète, ce n'est pas du tout catholique. Allez relire saint Thomas d'Aquin, allez relire ce genre de personnes. Ce n'est pas catholique. Ce sont deux choses différentes. Et il y a vraiment une confusion qui, pour le coup, nous décrédibilise et nous fait perdre depuis 200 ans, depuis la déchristianisation de la France. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce qu'effectivement, une France catholique, ça fait rêver beaucoup de monde. Oui. Ça fait rêver beaucoup Moi, de la monde. première. Une citadelle. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce que Civitas aussi, quand même, ils attirent un certain public, ils permettent une évangélisation. D'ailleurs, quand on mélange les deux, on peut parler de millénarisme. D'après toi, quelle serait la meilleure approche ? Je pense qu'il faut partir sur des actions très concrètes et surtout reprendre la main sur des terrains, des domaines qui sont complètement abandonnés par les catholiques. Puisque les catholiques manifestent pour la vie, et ce qui est très bien, je l'encourage à le faire. Ils manifestent contre l'IVG, ils sont les premiers à être à la marche pour la vie, ils sont les premiers à défiler contre la PMA, la GPA, etc. Et c'est très bien. Mais le problème, c'est que les catholiques désertent complètement d'autres terrains que sont le terrain économique et social. On n'a pas vu assez de gilets jaunes catholiques. Il y avait un groupe, il y a une initiative qui a été montée. Je vous invite à aller voir notamment leur fil Twitter avec des propositions très concrètes de la part de ces gilets jaunes catholiques et qui pourraient intéresser plus d'un Français. Il y a cet abandon de tous les domaines, des domaines sociaux et économiques qui sont laissés à la gauche, pendant que les catholiques se concentrent sur des combats qui sont essentiels. Là, encore une fois, il ne s'agit pas d'amenuiser ou de diminuer l'importance du combat pour la vie, qui est important aussi. Mais le problème, c'est que les catholiques se battent pour des enfants à naître et des gens qui meurent. Et mais entre les deux, il y a une vie. Il y a une vie. Qu'est-ce qu'on fait de la vie ? Qu'est-ce qu'on fait du combat pour la vie quand on est enfant, quand on est adolescent, quand on est étudiant, quand on est chômeur, etc. Que font les catholiques avec ces gens-là ? C'est très bien de se battre pour des Vincent Lambert, c'est très bien de se battre pour des mères célibataires qui veulent avorter. C'est très bien de se battre pour ces gens-là, mais il faut aussi se battre pour les gilets jaunes. Il faut aussi se battre, dans tous ces terrains-là. Enfin, je veux dire, où étaient les catholiques pendant les manifestations contre la loi El Khomri, par exemple ? Où étaient les catholiques chez les gilets jaunes ? Alors encore une fois, il y a eu des initiatives. Tu parles de la bourgeoisie catholique. Parce qu'effectivement, celle-là, j'ai l'impression qu'elle est plus attachée à son portefeuille. Oui. Et elle a voté Macron. Regarde Versailles, 80% des gens ont voté pour... Ils sont ralliés. Est-ce que c'est pas un peu cause perdue ? Parce que ces gens-là, en fin de compte, la France, les vertus, très bien, mais à un moment donné, il faut quand même pas qu'ils perdent leur rente, pas qu'ils perdent leur appartement. Oui. Et donc, de toute façon, est-ce que c'est pas un peu perdu d'avance, cette histoire ? Je ne pense pas, parce que... Alors, c'est vrai que le catholicisme français est hélas très bourgeois, mais je pense qu'il y a encore cette génération de catholiques endormis qu'on retrouve dans la France périphérique, dans les campagnes, qui, je pense, n'attendent que ça, qui ont soif de ça. Ouais. Qui ont soif de ça, qui ont soif d'un réveil, qui ont soif de spiritualité, et on leur donne pas, pour des raisons là qui sortent un petit peu du cadre, parce que c'est des raisons liturgiques, pastorales, etc., qui découlent des années 60, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment un terrain à ce niveau-là, et que effectivement, je pense aussi qu'il y a un problème, hélas, de la hiérarchie épiscopale. Cette bourgeoisie qui est toujours plus attachée à son portefeuille qu'aux valeurs et aux vertus, en fin de compte, elle est perdue. Tu nous dis qu'il y a peut-être, par contre, une France chrétienne, une France périphérique, qui, elle, serait tout à fait apte à rejoindre un mouvement, à être entendue, mais qui n'a aucune voie de représentation, en fin de compte. Oui. C'est celle qu'on a vue timidement parmi les gilets jaunes. Il suffit de voir Versailles, effectivement, les votes, Macron... 80% voilà. au deuxième tour. Ils ne reviendront jamais. Donc, en fin de compte, l'union des droites, elle n'arrivera jamais. Jamais. Et c'est absurde. C'est l'union des populistes. Oui.
Mais c'est un mot qui fait peur aux catholiques. Enfin, en tout cas, aux catholiques bourgeois de Versailles, oui, ça fait peur. Peut-être quand on taxera leur deuxième maison et leur deuxième voiture pour financer les migrants, peut-être que là, ils changeront d'avis. Mais pour l'instant, peut-être. Hein. Peut-être. Enfin, en tout cas, on a bien vu les bourgeois du 16e arrondissement se lever contre la construction de logements HLM pour les migrants. C'était il y a quelques années de ça maintenant. Mais ils n'agissent pas sur la cause. C'est-à-dire qu'ils votent effectivement, ils continuent à voter avec leur portefeuille plutôt qu'avec leurs idées, avec leur foi et avec leur cœur. Je les ai aussi vus, moi, en manifestation, applaudir la police depuis leurs fenêtres en hurlant « défoncez-les ». Oui. Après, est-ce qu'ils étaient catholiques? J'en sais rien. Bon, ils étaient bourgeois en tout cas. En fait, c'est l'histoire de la classe possédante et de la classe dépossédée. Oui. Sauf que ce qu'il faut leur dire, c'est que plus le temps passe, plus vous aussi, vous allez être dépossédés. Oui. En fin de compte, votre confort, il est résiduel, les amis. Et à un moment donné, ce serait bien que vous bougiez avant qu'il soit trop tard, mais force est de constater que la nature humaine est toujours la même. Moi, j'aimerais revenir aussi au cas qu'a été François Fillon. Parce qu'il y a beaucoup de catholiques, effectivement, qui ont voté pour François Fillon parce qu'il se présentait comme catholique. Et là, je pense que pour le coup, c'est une mauvaise manière de voter avec sa foi. C'est-à-dire que parce qu'une personne s'affiche comme catholique, on va voter pour lui. Mais sans regarder son programme. C'est là où ça devient effectivement, et c'est là où on a besoin encore une fois de redéfinir ce qu'est le domaine de la politique et le domaine de la religion. Ce sont deux choses différentes. Vous n'allez pas voter pour un candidat qui s'affiche comme catholique parce que vous-même vous êtes catholique. C'est complètement absurde. Il faut voter pour quelqu'un qui a un programme qui tient debout parce que la finalité de la politique, c'est le bien commun. On ne va pas voter François Fillon parce qu'il s'affiche catholique. C'est complètement absurde. Et en tant que tel, un athée ou un agnostique peut défendre par exemple le droit à la vie. Ça, c'est quelque chose qui est complètement accessible à la raison naturelle. On n'a pas besoin d'avoir la foi, par exemple, pour défendre la vie, défendre le droit à mourir de façon naturelle, être contre l'euthanasie, être contre l'avortement. Ça ne suppose pas d'avoir la foi. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Et d'ailleurs, les catholiques sont les premiers à le dire, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas catholique que vous pouvez pas être contre l'avortement, etc. Donc, ou le Rivotril qui a été quand même, ça faut le dire, c'est un scandale énorme, qui a été inculqué, qui a été distribué dans énormément d'EHPAD pendant le confinement et qui a tué énormément de personnes âgées sans leur consentement. Là, on peut parler d'euthanasie quand même, faut le dire, ça a eu lieu comme pendant le confinement. Voilà. Et ça, on peut être parfait. On n'a pas besoin d'être catholique pour être vent debout contre ça. Et donc voilà, ce qui compte quand on vote pour quelqu'un, ce n'est pas la foi qu'il affiche, c'est le programme. Est-ce que le programme est en cohérence avec vos valeurs, avec vos idées? Je préfère voter pour un athée ou un agnostique qui défend mes idées, mes valeurs, qui est en cohérence avec mes valeurs qui sont aussi structurées par ma foi, que voter pour un François Fillon qui est un catholique, un pseudo-catholique, qui s'affiche comme catholique en tout cas. Après, je ne sonne pas les cœurs et les reins, il a la foi, etc. Il le garde. Tu vois bien qu'au vu du niveau d'abstention, aujourd'hui, les programmes sont peut-être pas très représentatif de ce que veulent les Français. Donc, dans tous les cas, on a aussi le problème de l'exclusion. Oui, ça c'est un autre problème. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut voter avec sa foi, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que faut voter avec qui on est. Et qui on est, c'est aussi notre foi, c'est nos convictions, c'est un tout en fait. On ne vote pas que parce qu'une personne s'affiche catholique. C'est complètement ridicule, surtout si le programme ne suit pas. Donc c'est ça ce que je veux dire, c'est que on ne juge pas la politique de quelqu'un selon la foi qu'il affiche. Et ce d'autant plus que je pense personnellement, que pour certains politiques, il y a certains politiques qui s'affichent de telle ou de telle religion pour essayer justement de gagner des voix, mais derrière, on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensent. On ne sonne pas les cœurs et les reins, donc et c'est pas ça. À propos de Fillon, paraît-il qu'il a quand même certaines ambiguïtés quand il se trouve dans son lit. J'en sais rien, je vais pas juger. Encore une fois, on ne sait pas. Nous ne sommes pas Dieu. On ne Dupont-Aignan, Asselineau. On ne juge pas les. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que on ne juge pas quelqu'un. Philippot. On ne juge pas quelqu'un selon la foi qu'il affiche, parce que déjà on n'en sait rien. On ne sait pas s'il la pratique vraiment, on ne sait pas où il en est, et surtout parce que ce n'est pas le domaine de la politique. On juge quelqu'un, on juge un programme, non pas par la personne, par la foi de la personne qui porte ce programme, mais par est-ce que ça me correspond moi, est-ce que ça correspond à l'intérêt général, surtout, est-ce que ça correspond au bien commun, quoi. C'est ça, c'est même pas moi, j'ai dit n'importe quoi, c'est est-ce que ça correspond au bien commun, à l'intérêt de tous, ou pas.
C'est ça, c'est uniquement sur ça qu'on doit juger un programme, c'est tout. Mais le bien commun peut être porté aussi par une foi et par une rigueur. Bien évidemment. Et c'est là où effectivement je défends encore une fois l'option inverse, qui est l'extrême inverse, qui est de tomber dans un laïcisme que je dénonçais tout à l'heure. Effectivement, quand on est chrétien, je pense qu'on a plus de chances, en tout cas quand on est un chrétien convaincu qui a lu toutes les encycliques qu'a pu faire Léon XIII par exemple sur la doctrine sociale de l'Église, je pense qu'on est plus à même, effectivement, on a plus de chances en tout cas de proposer un programme intéressant qui vise le bien commun que lorsqu'on ne l'est pas. Mais encore une fois, ça ne veut rien dire. Il y a des agnostiques, des athées qui font très bien dans les compétences qui sont les leurs et dans les postes qui sont les leurs. Voilà. Un mot peut-être pour les royalistes qui vont nous écouter. Quels seraient les écueils qu'ils pourraient éviter d'après toi et dans lesquels ils tombent aujourd'hui ? Je pense qu'ils perçoivent trop souvent la royauté comme une fin et non comme un moyen. Et là, j'aimerais du coup revenir au deuxième argument, enfin en tout cas la deuxième cause qui, à mon sens, fait que nous perdons, notre camp, le camp nationaliste, catholique, royaliste perd, c'est que... La France. Voilà, la France en fait perd parce que effectivement, nous avons tendance à percevoir la royauté comme fin et non comme moyen. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a une tendance en fait chez les royalistes à réduire les problèmes de la France, enfin en tout cas à expliquer les problèmes de la France par le fait qu'elle ne soit plus une royauté. S'il y a trop d'immigration, c'est parce qu'il n'y a plus de droit. S'il y a trop d'avortements, c'est parce qu'il n'y a plus de droit. S'il y a de l'islamisation, c'est parce qu'il n'y a plus de droit. Ce qui est complètement absurde. J'ai envie de vous dire, regardez l'état de l'Angleterre. Ils en sont au même niveau que nous, voire pire, parce qu'il y a des tribunaux de la charia déjà là-bas, par exemple. Vous regardez le royaume de Belgique, c'est encore pire. Niveau dépravation des mœurs, à côté, la France, c'est un héros de chrétienté. Hein. Et je le tiens de quelqu'un qui a vécu en Belgique et qui me l'a sorti. La France, à côté de la Belgique, c'est un héros de chrétienté. Donc, pour vous dire... vous n'avez qu'à regarder aussi le royaume d'Espagne qui a voté le mariage homosexuel en 2004. Voilà. Donc ce n'est pas parce que on a un roi que tout de suite on va avoir on ne va plus avoir de problème. Et encore une fois, moi je préfère par exemple avoir un Viktor Orban, voilà, une République de Hongrie avec un Viktor Orban que un royaume d'Espagne avec Philippe VI. Voilà, je le dis, ou même un Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord avec Élisabeth II. Je pense que ça maintient tout de même une certaine verticalité, mais c'est vrai que dans le peuple. C'est ça qui est intéressant, c'est que en fait la royauté a plus de chances de susciter une verticalité, une transcendance, une autorité de l'État qu'une république. Et c'est pour ça que, et c'est ça que je pointe du doigt chez les royalistes, c'est qu'ils ont souvent tendance à être royalistes par esthétisme, par admiration des dorures, voilà, c'est ça. Par les perruques, les dorures, c'est ça, etc. l'ancien régime, la féodalité. C'est par esthétisme, voilà, la chevalerie médiévale et tout ça. Ça fait classe de dire je suis royaliste. C'est ça, exactement. Les fleurs de lys et tout ça. Mais concrètement, on n'est pas royaliste pour ça. Moi, je suis royaliste parce que je considère que la royauté est le régime qui sied le mieux à la France. C'est très pragmatique comme toi, tu penses que en fait, tu es royaliste parce que tu penses que l'essence de la France reste et demeure royaliste, quoi, chrétienne. C'est ça, et il y a qu'à voir l'aspiration qu'ont la plupart des Français pour avoir une figure de l'autorité qui est très forte. Ils sont très suiveurs, les Français. C'est un peu leur problème aussi, peut-être. Parfois. Ça peut être leur problème, mais ça peut être aussi une force quand on a une tête qui tient bien. C'est ça, c'est un peu ça le problème. Et quand on a un mauvais chef, tout le monde va dans le ravin avec lui, quoi. Les Français deviennent des lions conduits par des ânes, comme on dit. Comme disait Bismarck à notre égard, d'ailleurs. C'est bon à savoir. Et non, effectivement, oui, c'est ça. Moi, je suis royaliste par pragmatisme. Et encore une fois, la royauté convient bien à la France, mais il y a des pays qui sont actuellement des républiques, comme la Suisse, l'Irlande, qui s'en sortent très bien, qui n'ont pas besoin de roi. C'est ça que je veux dire aussi, c'est que la royauté, la monarchie n'est pas un modèle politique absolu. C'est un modèle qui convient très bien à la France et aux Français, mais c'est un modèle qui n'est pas forcément transposable partout. Qu'est-ce qui te fait dire que les Français demeurent, que cette âme royaliste demeure encore aujourd'hui parmi le peuple ? Je pense qu'il y a qu'à regarder la fascination qu'exercent les monarchies étrangères à l'égard des Français. Ça peut paraître très, très terre à terre, mais voilà, les mariages princiers, etc. Suscite quand même une fascination chez les Français qu'on retrouve pas forcément à l'étranger, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Déjà ça. Deuxièmement, l'aspiration aussi à un chef d'État fort qui est très présente aussi, qui est très présente dans la plupart des Français. La plupart des Français en fait veulent de l'autorité. Le goût de la hiérarchie aussi. C'est ça.
contrairement à ce que croit Mélenchon, par exemple, avec sa fantasme de 6ème République, enfin, 6ème République, puis après 7ème, puis 8ème, enfin, on va s'arrêter où? Contrairement à ce que peut croire Mélenchon, les Français aspirent à de l'autorité, aspirent à un État fort qui les protège, etc. Avec lequel je suis pas forcément d'accord, parce que moi je suis plutôt anti-étatiste, mais tout ça transpire quand même d'une envie de verticalité qu'on ne retrouve pas chez les présidents actuels, parce que c'est aussi un problème d'homme, hein. C'est pas qu'un problème de régime. Là encore une fois, je pointe un peu du doigt ce travers-là chez les royalistes de confondre république et problème de la France. Enfin, ils regardent la structure, ils regardent pas les hommes. Or, ce sont les hommes qui font l'histoire et pas nécessairement les régimes. Alors les régimes, en fait, comme je l'ai dit, ça peut aider. Il y a eu plus de grands rois de France que de grands présidents de la République. Les grands présidents de la République, si on met de côté toutes les erreurs qu'ils ont pu faire, moi j'en vois 2. C'est Patrice de MacMahon et Charles de Gaulle. Après, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, vous avez cette figure paternelle. C'est ça, voilà. À laquelle les Français aspirent. D'où l'essence qui demeure encore aujourd'hui. C'est ça. Exactement. Et je pense qu'aussi la royauté est plus à même de valoriser toute la diversité de la France, de tous ses terroirs, puisque la royauté, de par ses privilèges, parce que les privilèges ne sont pas que des privilèges de classe, tiers état, aristocratie et clergé, c'était aussi et avant tout des privilèges de région. Le lissage jacobin républicain a fait perdre toute la diversité qui forme aussi la richesse de notre pays, la diversité de culture, de langue, de tradition, de tradition locale. Ça a aussi accompli ce que voulait faire la monarchie. C'est aussi le cas. Alors ça va pas leur faire plaisir aux royalistes qui nous écoutent. C'est ça le problème. Oui, c'est ça le problème aussi, c'est que la France ne va pas de soi. En fin de compte, il y a quand même un peuple au départ, même s'il y a plusieurs ethnies. Mais en fin de compte, pour pas que les régions fassent sédition, on est obligé de centraliser, non ? Oui, en fait, la France a toujours eu une tradition centraliste, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Le jacobinisme hérite d'un mouvement de centralisation qui commence au XIIIe siècle, en réalité. Et même avant, déjà, Dagobert. Oui. Alors après Dagobert, il n'y avait pas encore la féodalité à cette époque-là, mais il y a eu un âge d'or de la féodalité en France. Hein. L'âge d'or, c'est entre 10e et 12e siècle. Mais effectivement, à partir du 13e siècle, il y a eu un gros élan de centralisation qui a commencé avec Louis VIII, on va dire, c'est quand même Philippe Auguste, hein, qui s'arroge la Normandie, etc., qui s'arroge la Normandie. Il y a déjà un mouvement de centralisation très fort à cette époque-là. Et effectivement, à cet égard, Louis XIV, c'est un petit peu le chant du cygne de la monarchie française, puisque c'est celui vraiment qui incarne effectivement l'État c'est moi. Voilà, la centralisation devient vraiment très poussée au XVIIe siècle, et en fait, on peut apercevoir le règne de Louis XIV comme le chant du cygne de la monarchie française et effectivement du peu de privilèges qui restaient aux régions finalement. Le jacobinisme n'est qu'un prolongement d'un mouvement centralisateur en France qui a toujours existé, même si je pense que quand même la royauté, de par ses privilèges, avait quand même mettait plus en valeur les territoires que l'a fait la République. Voilà. Sur Louis XIV, c'est pas seulement le chant du cygne, ça dépend, il y a plusieurs historiens qui se combattent là-dessus, mais on peut aussi dire que c'est le début des idéologies. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la couronne absorbe la mitre, à partir du moment où le roi absorbe aussi l'église et qu'il réunit tout au même endroit, on veut faire du paradis céleste le paradis terrestre. Oui. Et donc, effectivement, le début de la fin, est-ce que c'était pas finalement structurel ou perdu d'avance ? Je pense qu'il y a une essence, je pense qu'en France, justement, la diversité de la France, ça peut être un atout. C'est une synthèse de l'Europe, comme le dirait un certain monsieur Zemmour. La France est une synthèse de l'Europe occidentale, c'est-à-dire qu'elle mélange à la fois des éléments celtiques, directement hérités de la Gaule, et encore aujourd'hui bien incarné par les Bretons. Germain, latin, effectivement, avec l'héritage romain que nous avons, en particulier dans tout ce qui est législatif, dans tout l'appareil d'État, etc. Et puis le côté germanique qui est aussi très présent dans tout ce qui va être, effectivement, il y a une partie du droit qu'on hérite aussi des Germains, qui va être présente tout particulièrement dans la coopération entre l'Église et l'État, qui est héritée du modèle transmis par les Francs entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel. Et qu'on retrouve aussi, des traditions germaniques qu'on retrouve effectivement dans des régions comme l'Alsace, etc.
Effectivement, la France est une synthèse de tout ça. Et c'est à la fois sa force, parce que c'est une force d'avoir cette diversité-là, d'être une fierté aussi d'être la synthèse de l'Europe occidentale. Mais en même temps, ça peut être une faiblesse dans le sens où effectivement la France étant une nation ethniquement très diverse, avant même l'arrivée de l'immigration, etc. La France a toujours été je veux dire, vous comparez un Normand et un Marseillais, ils ont pas tellement la même gueule, excusez-moi. Et la même culture. Et la même culture, et la même mentalité, etc. Et justement, ça a toujours été une grande tentation des rois de France de centraliser effectivement la France au maximum pour les tenir ensemble. Et c'était d'ailleurs un historien anglais qui disait que la France est paradoxalement l'un des pays les plus diversifiés au monde ethniquement, avant même l'arrivée de l'immigration. Il parle vraiment de la France. Ethniquement, mais pas racialement. C'est ça. Et c'est ça exactement. C'est l'un des pays les plus diverses, dans les mentalités, dans la langue aussi, parce que le fait est qu'on parle tous français à la maison. Il y a encore 50 ans, c'était pas le cas. Il y avait encore des gens qui parlaient breton, alsacien à la maison. Et paradoxalement, c'est l'un des peuples qui a le plus conscience de faire partie d'une seule et même nation. Ça, c'est un grand paradoxe français. Ça a été le grand génie des rois de France de le réaliser d'une manière assez équilibrée, mais qui s'est déséquilibré vers la fin en faveur d'une trop grande centralisation qui a abouti au jacobinisme républicain. On peut parler de vocation spirituelle de la France. Tout à fait. Parce que la France, ça n'est ni une idée, ni une ethnie, mais une vocation. C'est quelque chose qui te parle, ça ? Oui, alors moi ça me fait penser à Renan quand on me parle de ça. Mais effectivement, je pense que moi la vocation de la France, effectivement, c'est d'être le phare du monde, la fille aînée de l'Église. Et de par le baptême de Clovis, la France a une relation privilégiée effectivement avec l'Église. Et de par ce baptême, de par cette consécration, de par cette onction, la France a une vocation dans le monde, a une vocation d'être le phare du monde, a une vocation d'éclairer le monde. Et je pense que effectivement la France a une grande mission à cet égard, et que c'est peut-être ça qui nous donne une conscience nationale. Peut-être effectivement. En tout cas, je pense que en tant que Français, nous serons jugés peut-être par le bon Dieu d'une manière différente. Je pense qu'on sera jugés peut-être plus sévèrement en tant que Français, puisque nous avons une responsabilité en tant que fille aînée de l'Église, et que en tant que appartenant à cette fille aînée de l'Église, je pense que la France a une mission particulière, a une responsabilité en plus. Et qui dit mission et responsabilité dit que nous serons jugés plus sévèrement par le bon Dieu. Donc de ce côté-là, effectivement, il y a une mission, une vocation de la France qui permet de rassembler effectivement tous les Français autour d'une même vocation, qui fait qui soude la France. Et quand on perd cette vocation, on désintègre complètement la France, et on n'a qu'à le voir aujourd'hui. Nous sommes complètement fragmentés. Nous nous battons entre athées, agnostiques, catholiques, musulmans, juifs. Et envahis. Donc là, c'est envahis, effectivement. Et ça, c'est aussi un petit peu le revers des Gaulois. Les Gaulois querelleurs qui se tapent dessus au lieu de faire front face au même ennemi. C'est ça qui nous a perdu à Alésia, par exemple. C'est ça qui nous a perdu aussi pendant la guerre de 1870, puisque et c'est là aussi le reproche que je fais aux royalistes. En 1870, les royalistes, au lieu d'aider la résistance face aux Prussiens, la résistance qui était républicaine du coup, puisque l'Empire était tombé à Sedan, les royalistes n'ont pas voulu aider la résistance à Paris contre les Prussiens, parce qu'il y avait un président de la République. Alors que là, on s'en fiche. Enfin, je veux dire, il y a la Prusse qui nous envahit, les Allemands nous envahissent. La nécessité fait que il faut. Vous avez des concitoyens qui sont complètement envahis. On a l'Alsace qui est envahie. Vous avez des concitoyens qui sont tués par les Prussiens. Là, on s'en fiche de savoir s'il y a un président de la République, s'il y a un légitimiste, s'il y a un bonapartiste, s'il y a un orléaniste. Le fait est que la France est attaquée, on fait front. On s'en fiche de savoir qui est à la tête de l'Élysée ou qui est à Versailles. On s'en fiche. D'après toi, il y a un manque de pragmatisme aujourd'hui dans les milieux catholiques, royalistes. Ah mais oui, mais complètement. Et là, on rejoint de ce que je viens de dire, c'est que c'est le troisième facteur qui fait qu'on perd, c'est qu'il y a un manque de pragmatisme et de réalisme incroyable chez les royalistes et dans la droite catholique, qui est d'imaginer que effectivement tout nous est acquis plus ou moins, qu'on a à peine besoin de se battre et que tout est bon pour taper sur les Français républicains. Alors que pendant ce temps-là, on est islamisé, pendant ce temps-là, notre économie
l'économie s'effondre. Pendant ce temps-là, notre pays est fragmenté, est absorbé par l'Union européenne, perd complètement sa souveraineté. On est en guerre et dans une guerre, C'est on ça. prend toutes les forces vives. C'est ça, quelles qu'elles exactement. soient. Et au lieu de et on se tape dessus entre légitimistes, orléanistes, bonapartistes, et puis sans compter les républicains, et puis sans compter les anarchistes. C'est pas un peu dépassé tout ça? Ah mais oui, mais complètement. Mais c'est le caractère gaulois, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est le caractère, on se tape dessus au lieu de faire front face à un même ennemi. Et ça nous perdura. C'est ce qui a perdu la France aussi face aux Anglais, hein, les Bourguignons. Je vous renvoie Bourguignon, Armagnac. C'est ce qui a toujours perdu la France. Quand la France perd, c'est soit à cause de son état-major incapable, soit à cause des luttes internes. Voilà. Donc ça nous a toujours perdu. Et il y a un manque de réalisme à cet égard qui est regrettable, surtout quand on est dans l'état actuel de la France. Enfin, je veux dire, je pense que la question de savoir est-ce qu'on doit avoir un roi et quel roi on doit mettre m'apparaît complètement secondaire face aux défis que doit surmonter notre pays. On peut aussi dire que la République, finalement, aujourd'hui, elle s'écroule sous le poids de ses propres contradictions, et qu'en fin de compte, il n'y a pas besoin d'être royaliste, il n'y a pas besoin de taper dessus. Oui, laissons-la s'effondrer. Et voilà, qui sera balayée par le vent de l'histoire. Toi, tu vois une royauté, après, de nouveau, en France, tu penses vraiment que c'est possible? Je pense que c'est possible, mais pas dans l'immédiat. Aristote disait que la royauté, c'était finalement un régime barbare, pour une raison très simple, c'est que les corps intermédiaires étaient liés au sang et non au mérite. Et finalement, il existe aussi un autre régime qui s'appelle le régime mixte, qui avec une démocratie au niveau local très importante, des corps intermédiaires, une aristocratie au mérite et non pas au sang, et effectivement un père de la nation avec beaucoup de pouvoir, notamment sur le régalien. C'est ce qu'a essayé de mettre en place le général de Gaulle avec la Ve République. Il faut bien dire aujourd'hui que la Ve République, eh bien, on en revient. Une royauté, après une guerre, comment tu vois les choses? Alors déjà, pour revenir sur Aristote et sur le régime mixte, je pense qu'il faut replacer tous les termes qu'il utilise, notamment barbare, dans le contexte grec. C'est-à-dire que tout ce qui était étranger à la Grèce était barbare, pas dans un sens méprisant, mais dans un sens, ce n'est pas grec. Ce sont des... En dehors de la civilisation. C'est ça, ce sont en dehors de la civilisation grecque, ce qui n'est pas forcément, entre guillemets, du mépris. Je pense que dans la bouche d'Aristote, il y avait une part de mépris, mais en tant que tel, on ne doit pas le recevoir, nous, en tant que Français qui sommes barbares à moitié, avec les Francs, etc., comme une insulte. Il faut le replacer dans le contexte. Après, maintenant, pour revenir un petit peu sur le régime mixte, je pense, moi, que je n'ai pas vraiment d'avis sur l'aristocratie, très honnêtement, mais sur le roi, sur la tête de l'État, sur la tête de la nation, je pense qu'il faut avoir une monarchie héréditaire. Ça, j'en suis vraiment attachée au principe de la monarchie héréditaire, dans le sens où... L'hérédité n'empêche pas la bêtise. L'hérédité n'empêche pas la bêtise, mais l'hérédité permet de former des héritiers qui sont capables, puisque le fils apprend à côté de son père qui est roi le métier. Il n'y a pas de surprise, hein. Il n'y a pas de surprise, ça c'est sûr. Et surtout, le roi va essayer de rendre à son fils le royaume le plus prospère possible. Ce n'est pas dans son intérêt de laisser le pays complètement à feu et à sang à la fin de son règne. Alors que quand on est président de la République, on s'en fiche un petit peu plus parce que ce qui compte, c'est pas tellement le bien commun, le bien du pays, mais plutôt est-ce que je vais gagner les prochaines élections. Ça, c'est le problème de la démocratie. En effet, c'est le problème de la démocratie. La limite oui. de la démocratie. Tout à fait. Et de l'élection. D'autant plus dans un pays fragmenté avec différentes nations. L'islam est une autre nation. Au bout d'un moment, la démocratie devient de l'ethnomathématique. Donc de toute façon, il n'y en a plus pour longtemps. Royauté, on voit la limite effectivement du système de la République et de la démocratie. Comment tu le vois arriver, ce roi? Parce qu'il va falloir quand même un changement idéologique, ah oui, non mais complètement. Gigantesque, ah, mais oui. Gigantesque. Et les Français sont absolument pas prêts. Ah mais oui. Il va falloir qu'ils touchent le fond complètement. Oui, je pense qu'effectivement, la royauté en France ne pourra advenir que lorsqu'il y aura vraiment un gros problème. Je ne pense pas que ça pourra se faire par le biais d'élections. Sur le court, moyen terme, voire même long terme, je ne pense pas que ça sera possible de gagner par des élections. Si retour du roi il doit y avoir, je pense que ça se fera plus par le biais soit d'une révolution, soit en tout cas d'un grand traumatisme qui réveillera cette envie profonde qu'a le peuple français, mais qui n'est pas
qui n'est pas forcément dit parce que les Français ne s'en rendent pas compte forcément, mais il y a une aspiration, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un élan envers une figure paternelle qui incarne la nation, qui est au-dessus des partis, qui avait capté le général de Gaulle, il avait capté cette attention-là et l'avait matérialisée au sein de la Constitution de la Ve République, mais qui est taillé pour lui. C'est-à-dire que quand on a un Macron, un Sarkozy ou un Hollande, bah ça marche plus la Ve République. Donc le pouvoir s'incarne. C'est ça, le pouvoir s'incarne. Et les Français ont soif de ça, vraiment. Ils aspirent à de l'autorité, ils aspirent à une verticalité du pouvoir qu'on retrouve dans la royauté. Donc, si retour du roi il doit y avoir, ce sera, je pense, dans des conditions qui seront très difficiles. J'appelle pas la guerre civile, parce que la guerre civile, c'est pas marrant. Contrairement à d'autres agitateurs, j'appelle pas la guerre civile. Mais même si je pense qu'on s'y précipite vu la vitesse à laquelle vont les choses, je pense que ça se fera dans des conditions extrêmement difficiles, que je ne souhaite pas voir advenir, finalement. Et encore une fois, je pense que c'est pas la priorité. Je pense que la France est plongée dans un tel état de démembrement, de décomposition, que finalement, le fait d'avoir un roi ou pas, ce n'est pas la priorité, vraiment. La priorité, c'est d'avoir quelqu'un qui a une bonne volonté. Et encore une fois, je me répète, mais je préfère avoir un Viktor Orban qu'une Elisabeth II, quoi. Certains te diront que la République du Moyen-Âge, c'était la monarchie. Ouais. Ce qui est vrai. Aujourd'hui, quand on entend les royalistes, les catholiques, etc., ils nous parlent de faire table rase, ils nous disent que tout ce qui est républicain est franc-maçon. Or, historiquement, c'est pas le cas. Oui. En fait, le gros problème des catholiques, c'est qu'ils tombent dans le piège que leur tendent les francs-macs. C'est-à-dire que les francs-maçons essayent de lier République et idéologie des Lumières. Et ils font de la République non pas un régime, ce qui est le cas. C'est-à-dire que la République est un régime. C'est un régime politique dans lequel on élit son chef de l'État. C'est ça une République. C'est tout. C'est tout ce que c'est. D'un côté, donc il y a les francs-maçons qui essayent d'en faire une idée. C'est tout ce qui est, le refrain, le sempiternel refrain des valeurs de la République, de la tenue républicaine que nous parle Monsieur Blanquet, etc. On essaye d'en faire une idée. On essaye de faire une personnification, Marianne, tout ça. Alors qu'en fait non, la République c'est un régime politique. Donc en fait, ce que les catholiques oublient, c'est que les catholiques et les royalistes, plus que les catholiques, les royalistes oublient que la République, ce n'est jamais qu'un régime politique. Et ce que je veux dire par là, j'insiste dessus parce que la définition de la République, c'est un régime dans lequel on élit son chef de l'État. C'est tout, ce n'est rien que ça. Et les royalistes tombent dans ce piège-là, en disant là on va pendre la gueuse, etc. La République déracine les peuples, déracine le peuple français. La République c'est la centralisation, la République c'est la grande méchante. Non, vous tombez dans le piège que vous tendent les francs-macs, puisque la République, ce n'est qu'un régime politique. Et là, je m'adresse autant aux francs-maçons qui essayent de nous faire croire que la République, c'est Marianne, c'est tout ça, que les royalistes qui en font l'alpha et l'oméga de tous les problèmes que rencontre la France. C'est la maçonnerie, c'est pas la République. Le problème, c'est la franc-maçonnerie, c'est l'idéologie des Lumières, c'est l'idéologie franc-maçonne qui peut s'incarner dans un autre régime que la République. C'est pour ça que, pour moi, par exemple, il n'y a aucun problème, on peut être catholique et républicain. Je vais faire pleurer des gens. Je sais qu'il y a des gens qui vont essayer de me jeter des sorts et de m'enfoncer des clous dans des poupées vaudou, mais je m'en fiche. De toute façon, il y a autant de républiques qu'il y a de Français. C'est-à-dire qu'il y a des régimes républicains, il y en a plein. Et même le mot république, on peut le prendre par plusieurs bouts. On peut le prendre sur l'idée très simple de bien commun. À la base, c'est ce que ça veut dire, république. Oui, c'est ça. Donc, si c'est le bien commun, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, c'est ça. C'est un piège. Le bien commun, normalement, ce n'est pas censé être tout et n'importe quoi. C'est censé être défini. C'est le bien de tous. Ça dépend de l'époque et du peuple. C'est ça que je veux dire. Oui. Un bon régime n'est pas le même suivant le pays et suivant l'époque. Oui, ça, je suis d'accord. Dans ce sens. Je suis complètement d'accord. Mais là, je parle vraiment d'un point de vue régime politique. Je vais en faire pleurer je vais en faire hurler certains, mais on peut être parfaitement catholique et républicain républicain au sens le plus terre à terre du terme, c'est-à-dire on élit son chef de l'État. On peut très bien être catholique, réciter le credo, prier son chapelet tous les jours, aller à la messe le dimanche et penser que élire un président, c'est mieux que d'avoir une monarchie héréditaire. On peut très bien être dans ce cas-là. Par contre, on ne peut pas être catholique et franc-maçon. Et la franc-maçonnerie peut s'incarner
dans d'autres régimes que la République. Là, encore une fois, je vous renvoie aux monarchies modernes européennes, je vous renvoie à la monarchie anglaise, à la monarchie espagnole, à la monarchie belge, qui sont pires que nous sur certains points. Et dans ce cas-là, la figure du roi ou la figure de la reine n'empêche pas l'infiltration des idées franc-maçonnes au sein des régimes. C'est là où il faut rappeler aussi l'importance du facteur humain dans l'histoire et dans les idées. C'est-à-dire que le régime aide, mais le régime ne fait pas tout. C'est ça qu'il faut beaucoup mettre en avant. Et là aussi, je vous renvoie par exemple à Louis XX de Bourbon, qui est financier. Ça fait pas tout, quoi. C'est la volonté des hommes qui fait l'histoire. C'est ça, exactement. Je vous renvoie aussi à Jean d'Orléans, à Jean-Christophe Napoléon Bonaparte, qui est trader à Londres. Je pense que son arrière-grand-oncle doit hurler dans sa tombe en voyant ça, puisqu'il parlait des Anglais comme une nation de boutiquiers. Donc voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que il y a eu aussi des problèmes, il y a eu aussi des exemples de républiques chrétiennes dans le passé. Je vous renvoie à la République de Florence, à la République de Venise. Il peut y avoir des monarchies très mauvaises et des républiques en soi qui marchent très bien, qui sont très bonnes et qui sont parfaitement compatibles avec la doctrine sociale de l'Église, etc. Donc c'est deux choses différentes. Et ça, c'est vraiment le manque de clarté là-dessus et le manque de définition et d'identification des problèmes qui font que nous perdons aujourd'hui. Ce n'est pas la République en soi qui a un problème en France, c'est la franc-maçonnerie, c'est l'idéologie globaliste, mondialiste, etc. L'idéologie des Lumières. C'est ça le problème. Ce n'est pas la République au sens régime politique stricto sensu. Là, je parle pas de la République avec un grand R, je parle de la République avec un petit R. C'est pas le régime républicain en soi qui nous pose problème en France. Enfin, pas en tout cas sur les problèmes de l'immigration, et ça pose des problèmes plus en sens identité nationale et dans le sens plus que le règne de l'avoir au détriment de l'être. C'est ça, exactement. Salazar au Portugal, c'était une république et pourtant c'était un régime parfaitement calqué sur la doctrine sociale de l'Église, patriote, qui respectait l'identité de son peuple. En fin de compte, étant tombé dans le règne du calcul, du matériel, de l'intérêt personnel face à l'intérêt collectif. Qui est complètement dérivé de l'idéologie des Lumières, du libéralisme, etc. Plus que de la République en tant que telle. La République a absorbé ça, mais en soi, une République peut être complètement indépendante de ce genre d'idéologie. Enfin, ce que je veux dire, en fait... Donc, d'après toi, on ne pourra pas faire table rase du passé. C'est-à-dire que... C'est ça. Il faut arriver à tout prendre... Oui. Prendre le meilleur et le continuer. Ouais. C'est ça ? C'est ça. En fait, moi, je ne suis pas royaliste par anti-franc-maçonnerie. Je suis royaliste par pragmatisme. Parce que, je le répète, c'est, à mon sens, le régime le plus adapté à la France et aux Français. C'est pas par anti-maçonnerie que je suis royaliste. Contrairement à ce que beaucoup de royalistes en France sont, ce n'est pas par anti-maçonnerie. Ils moi, sont personnellement. juste réactionnaires. Mais en fin de compte, on fait rien avec les réactions. Il faut pas être contre, il faut être pour. C'est ça. C'est dans l'action, il faut être dans l'agir et pas dans le réagir. C'est ça, on est complètement d'accord. Et ça nous amène effectivement à ce dont tu parles, c'est-à-dire que moi je pointe une énorme contradiction dans la manière qu'ont les royalistes de proposer des solutions concrètes pour demain. Je prends par exemple l'idée de l'Alliance royale. On voit qu'ils proposent, si jamais ils sont amenés à venir au pouvoir, de remplacer la fête du 14 juillet par le 27 juillet. Le 27 juillet faisant référence à la victoire de Bouvines en 1214 avec Philippe Auguste. J'ai envie de demander à ces gens d'Alliance royale, est-ce que le 27 juillet, ça parle aux Français ? Est-ce que vraiment le 27 juillet Bouvines, ça intéresse que les amateurs d'histoire et les férus de reconstitution historique ? C'est tout. Le français lambda, le français des Gilets jaunes, lui, il est très attaché, je suis désolée de vous le dire, et la France profonde que les royalistes glorifient tant est attachée au symbole républicain, qu'on le veuille ou non. Est attachée au drapeau tricolore, est attachée à la devise liberté, égalité, fraternité, est attachée à la Marseillaise, est attachée au 14 juillet. Partir du réel et non pas de l'idéologie des dorures de Louis XIV et de Versailles et tout ça. C'est complètement absurde et c'est complètement déconnecté de la réalité. Il y a une énorme contradiction de dénoncer la déconnexion des élites
qui effectivement sont déconnectés de la réalité. C'est ce qu'on reproche aussi aux gauchistes, c'est la même chose, c'est qu'ils partent d'idées pour raisonner au lieu de partir du réel. Exactement. Et les royalistes ont une énorme lacune à ce niveau, c'est qu'ils partent de leur utopie et ils ne partent pas de la réalité. La réalité de terrain, les Français sont très attachés à ce genre de symbole, qu'on le veuille ou non. Donc, et puis en plus, 27 juillet, je veux dire, pourquoi 27 juillet ? Pourquoi ne pas prendre 496 le baptême de Clovis ? Pourquoi ne pas prendre 987 Hugues Capet ? Pourquoi ne pas prendre 843 le partage de Verdun ? Je veux dire, 27 juillet, c'est complètement arbitraire comme naissance de la France. En plus, c'est pas le cas du tout. C'était une bataille de dynastie, c'était pas une bataille de nation. Le concept de nation est apparu pendant la guerre de 100 ans, c'est un autre débat, mais bon voilà. C'est complètement arbitraire et ça ne parle pas aux Français. Et c'est là où je pointe effectivement le manque absolu de cohérence à ce sujet, c'est que on accuse les gauchistes, ce qui est vrai, de vouloir faire table rase du passé, avec mai 68, avec la Révolution, mais c'est la Révolution qui veut faire table rase du passé, et on veut faire la même chose avec la République. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, on hérite aussi de cette culture républicaine. Même si, effectivement, la culture de la France est largement héritée de la monarchie, que ce soit les fêtes nationales, le 15 août notamment, je pense notamment au 15 août qui est l'héritage de la consécration du royaume de France à la très sainte Vierge Marie. On peut le dire comme ça, finalement la République c'est une page dans l'histoire de France. Exactement, et il faut l'hériter et il faut l'assumer. On hérite aussi de cet héritage-là, on est aussi façonné, qu'on le veuille ou non, par cette culture républicaine, par la Marseillaise, par le drapeau français, par la devise liberté, égalité, fraternité, et par le 14 juillet. On est façonné par ça, qu'on le veuille ou non, et si demain on arrive au pouvoir avec un roi, je ne pense pas qu'il faille remplacer la Marseillaise par Vivant Henri IV. Je vais me faire tuer, mais je le pense. Je pense pas qu'il faille faire cela. Je ne pense pas non plus qu'il faille remplacer le drapeau tricolore par un pavillon bleu roi tapissé de fleurs de lys. Je ne pense pas. On pourra le garder en pavillon pour le roi, mais pas en pavillon national. On peut rajouter une petite fleur de lys au milieu. Voilà, ou un cœur de sacré de Jésus, espoir et salut de la France, on pourra. Mais on devra garder. Aujourd'hui, que vous le vouliez ou non, la Marseillaise, c'est la France. Que vous le vouliez ou non, le 14 juillet, c'est la France. Et d'ailleurs, le 14 juillet, c'est un très beau symbole qui ne devrait pas choquer les royalistes, puisque c'est la fête de la fédération qu'on fête au 14 juillet et pas la prise de la Bastille. On fête l'unité de la nation autour du roi. C'est ça qu'on fête le 14 juillet. Donc ça ne devrait pas choquer les royalistes en tant que tel. Après, le symbole qu'en a fait la République, c'est autre chose, mais en tant que tel, la fête de la fédération est un symbole saint. Il n'y a pas de saint S-A-I-N, donc qui ne devrait pas choquer les royalistes. Et je pointe vraiment une grosse incohérence de ce point de vue-là. On n'arrivera jamais à déraciner cette page de l'histoire de France. Mais tout comme les révolutionnaires n'ont jamais réussi à déraciner, et pourtant ils ont voulu, ils ont essayé. On peut pas leur reprocher de ne pas avoir tenté de le faire. Ils ont voulu aussi déraciner toute l'histoire chrétienne, toute l'histoire monarchique de la France, en rebaptisant les villages avec les noms de saints, et Dieu sait qu'ils sont nombreux en France, en instaurant le calendrier républicain, etc. Et une fois la Révolution terminée et Napoléon sacré empereur, on s'est rendu compte que non. Non, les Français étaient restés attachés à la figure du roi, restés attachés aux fêtes nationales, restés attachés au 15 août, restés attachés au calendrier grégorien. On ne peut pas déraciner. On ne peut pas retirer. C'est ça. Les étoiles au ciel de France. C'est ça. Que eux ont prétendu éteindre. C'est ça. Mais en fin de compte, quand on lève les yeux, on voit qu'elle brille toujours. C'est ça. Et on peut pas faire la même chose avec la page républicaine de la France. Ce qu'il faut, je pense que le meilleur moyen, la meilleure attitude à avoir vis-à-vis de la culture républicaine qu'on a, c'est d'en garder le meilleur et de transfigurer ce qu'on hérite, ce dont on hérite. On est héritier de ça aussi. La France est un sillon. C'est ça. Et la République fait partie à irriguer pour le meilleur et surtout pour le pire ce sillon. Mais il faut en tirer le meilleur, mais là je veux prendre l'histoire. Il est quand même peut-être sorti de son cours originel aussi. C'est ça. Oui, on est d'accord. Ceci, il faudrait peut-être aussi le remettre dans le droit chemin. Exactement, mais sans pour autant nier
ce dont on hérite, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses dont on hérite de la République, la Cour des comptes, je sais pas moi, le bac, des choses comme ça, enfin qu'on hérite plus de Napoléon, mais enfin voilà, qui a été façonné par ça. Voilà, on hérite de plein de choses, de l'école de Saint-Cyr, etc. Et on peut pas balancer le bébé avec l'eau du bain, c'est ça que je veux dire. Ce qu'il faut, au contraire, c'est cibler ce qu'il y a de mieux dans ce qu'on hérite et le transfigurer. Et là, je vais prendre un exemple très concluant sur le plan religieux. C'est-à-dire que quand les apôtres puis les missionnaires chrétiens sont venus en Occident, ils n'ont pas déraciné les peuples païens qu'ils évangélisaient de leurs fêtes locales, de leurs traditions. Au contraire, ce qu'ils ont fait, ils ont transmué, ils ont transfiguré la culture qu'ils recevaient pour l'évangéliser. Ils se sont servis, par exemple, des temples pour les transformer en églises, etc. Il faut faire la même chose, il faut avoir la même attitude à l'égard de la culture républicaine. Puisque de toute façon, ça ne marche pas, premièrement. On n'arrive jamais à déraciner ce qui a été enraciné. Et deuxièmement, parce que c'est complètement contradictoire avec ce que nous portons en tant que royalistes, c'est-à-dire l'héritage, la conscience de l'héritage et l'anti-table rase, quoi. Merci Hildegarde. Merci NVV. On se retrouve bientôt pour une prochaine émission. N'hésitez pas à liker, à partager cette émission au maximum. Et à très bientôt. À très bientôt.